Et salut mes petites ravioles! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Sword and Sorcery. On va parler d'un nouveau personnage, donc toujours pas du tout de gameplay, mais on continue notre petite ronde des personnages de Sword and Sorcery avec cette fois-ci le personnage de Shae. Shae avec son côté assassin. Par ici, donc on voit que les lames sont en surbrillance, là, donc assassin. Et de l'autre côté, trésor, chasseur de trésors. Enfin, voleur, quoi. Plutôt voleur, voilà. Et qui, elle aussi, est pourvue d'une d'une poitrine généreuse, un peu comme sa comparse Auriel, voilà. Donc, à vous de débattre après de qui a la plus grosse poitrine. Je pense qu'il y a moyen de faire un débat très, très intéressant là-dessus. Franchement. Que dire de Shae? Shae, c'est... j'ai toujours mes petites notes avec moi. On va passer en vue plongeante d'ici peu de temps. Mais on va présenter un petit peu le principe. Shae, c'est une elfe qui a la particularité d'être l'archétype voleur, en fait, d'un groupe d'aventuriers. Hein. On a vu, évidemment, le nain clair, on a vu l'humaine magicienne, on a vu le tank, et là on est sur le voleur assassin dans des jeux de rôle. Donc Shae, c'est vraiment l'archétype pur et dur à ce niveau-là. Hein. Une route toute tracée du côté du voleur et une route toute tracée du côté de l'assassin. Donc un fort potentiel de dégâts, de DPS, et un fort potentiel d'aller récupérer des trésors. Voilà. Que vous dire de plus là-dessus, si ce n'est qu'on va passer donc en vue plongeante pour vous présenter un petit peu les différentes caractéristiques, les différentes compétences, et puis voilà. Attention, allez, zoom gros nichon. Dézoom gros nichon. Après nichon. Je dis pas ça pour vous, hein, Petra. Vous avez le... Mais c'est pour l'exemple. Les tensions sont quand même sympathiques. Vous remarquerez que c'est des cornes de démons qui lui font office de soutien de Wonderbra. Bref, allez, voici la figurine de Shae, la voleuse assassin. Donc encore une fois, c'est toujours papa, donc il faudra que je m'y attelle, avec ses clés qui volent au vent, et puis donc ses dagues ici. Voilà, donc personnage, ma foi, très sympathique, et on verra au fur et à mesure de la vidéo comment s'en servir. Enfin, en tout cas, comment moi je m'en sers, ce que je recommande comme utilisation, et puis 2-3 astuces d'utilisation de ce personnage-là, notamment au niveau du premier scénario. C'est relativement sympatoche. Que dire sur Shae? Shae, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'archétype voleur d'une bande d'aventuriers qui part dans un donjon. Elle a tout ce qu'il faut pour faire des attaques sournoises et tout ce qu'il faut pour aller ouvrir des portes, des pièges et pour aller récupérer des items, des trésors à l'intérieur, bien évidemment. Et elle a en tant qu'attaque sournoise, elle a vraiment un potentiel de dégâts, de DPS vraiment très balèze. Hein. C'est vraiment impressionnant. Mais bon, cette fois-ci, on va peut-être pas tourner autour du pot. Pour moi, le côté loyal, le côté voleur, est bien meilleur que le côté chaotique. Pourquoi? À cause d'une compétence particulière. Hop, j'ai inversé mes compétences, voilà, je ne vais pas y arriver. À cause d'une compétence particulière qui est celle-ci. Cette compétence-là fait le café. Tout simplement, quand on doit tirer une carte trésor, on en tire 2, on en choisit une et on remélange l'autre dans le deck. Rien que pour ça, le personnage de voleur est au-dessus du personnage de l'assassin. Au-dessus, c'est le soleil.
Voilà. Du DPS, tu arriveras à en faire avec les autres personnages. Elle pourra en faire un peu en tant que voleur, moins, mais tu arriveras à faire du dégât en tant que avec les autres personnages, avec ton tank, avec ta magicienne, avec différents... Voilà. Mais le fait qu'elle puisse aller chercher et filtrer, entre guillemets, le paquet de trésors, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Attention, hein. Victoria, un autre personnage que je ne vais pas encore présenter, est également un très bon chasseur de trésors, peut-être même meilleur que Shae, mais si tu n'as pas Victoria, Shae en tant que chasseur de trésors, ça vaut le coup. C'est pas que l'assassin soit mauvais, attention, hein. C'est juste que il n'est pas aussi bon, que le côté assassin n'est pas mauvais, il est juste pas aussi bon que le côté voleur, tout simplement, hein. Si tu veux faire du dégât, pars sur l'assassin. Voilà. Si tu as envie de jouer Shae en mode dégâts, pars sur l'assassin, tu vas quand même te faire bien plaisir. Si tu veux monter une équipe opti, entre guillemets, une équipe qui envoie du pâté, et pars sur le voleur, parce que tu vas pouvoir aller chercher des équipements, quoi, sans souci. Pareil, elle a un passif qui va avec, quoi. Son passif... quand on doit tirer une carte piège, on en tire 2 à la place d'une. Donc, pareil, tu vas pouvoir gérer les pièges. Enfin, voilà. Bon, je vais venir après sur chaque compétence un par un, mais voilà, c'était ma première pensée. Donc, sans spoil, hein, on commence directement là-dessus, sans spoil, hein, les compétences comme ça. Voilà. Pour moi, le côté lumineux est beaucoup plus efficace que le côté chaotique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc ici, sur le côté lumineux. Alors, le côté lumineux, j'ai pas fait la roue des points de vie. Elle va arriver, je vais la faire maintenant, la roue des points de vie. Quand on arrive au niveau 7, côté voleur, donc nous avons 10 points de vie, une action d'attaque, 4 actions spéciales, 6 pouvoirs et 2 talents. Côté assassin, on a 11 points de vie, donc un point de vie de plus. On a 2 attaques, hein, voilà, pour l'aspect assassin, 2 actions spéciales et 5 pouvoirs dans 2 talents. Et je crois que les 2 attaques, tu les as assez rapidement dans le jeu. Les 2 attaques, tu l'as quand tu es niveau 3, tu arrives à avoir 2 attaques, et là, tu commences à envoyer du lourd côté dégâts. Voilà. On a du coup 3 points de... Pour l'assassin, 3 emplacements de sac à dos, sauvegarde sur bouclier et 4 de déplacement. Donc sauvegarde sur bouclier, elle a une bonne sauvegarde hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, 5 de déplacement en tant que voleur, 4 places dans le sac à dos, donc tu peux avoir une quantité assez sympathique d'équipement, et sauvegarde sur une touche, donc sauvegarde un peu moins efficace côté voleur, parce qu'elle sera peut-être plus derrière. Toi, Shae va aller au combat avec des dagues, assassin, en tant que voleur, moi j'aime bien la mettre avec un arc à l'arrière, tout simplement. Voilà. Ou devant, peu importe, mais jouer avec les ombres, aller se cacher dans les ombres, on verra après ces mécaniques-là, bien évidemment. Mais tu as un personnage plus distance, tandis que là, tu as un personnage beaucoup plus corps à corps. On va voir les habiletés des héros. Alors, habileté des héros, ici, nous avons quoi ? Nous avons déjà, comme je disais tout à l'heure, pouvoir désarmer un piège plus facilement. Quand on tire une carte piège, on en tire 2 ou on en tire une. Donc, ça, voilà, un passif assez incroyable. Et donc, Thievery. On peut utiliser n'importe quel consommable en ignorant les restrictions. Effectivement, il y a des restrictions de classe. Donc, elle a une classe dextérité, genre un consommable, j'essaie de trouver un consommable dans les trésors ici. Alors, c'est un mauvais exemple. Consommable, permanente. Putain, où sont mes consommables ? Bordel à cul, où sont mes consommables ? Voilà. Alors là, forcément, c'est un mauvais exemple. Projection, consommable. Voilà. Typiquement, ça, la main du destin, peut être utilisée par uniquement les personnages de type foi. Et bien, Shae, avec sa compétence ici, pourra utiliser ce consommable sans souci. Voilà. Bon. Alors, je t'avouerai que les consommables, oui, j'ai tendance à oublier cette compétence. J'ai tendance à oublier cette compétence, donc bon... Après, effectivement, tu as des parchemins de résurrection. Je sais plus trop, il me semble avoir vu des trucs comme ça, des parchemins de résurrection quelque part, où je confonds avec un truc un peu plus élevé en tant que
Dans un autre acte, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Consommable, non. Non. Pourquoi je pensais qu'il y avait un parchemin dans les directions, mais il n'y a pas en fait. Mais c'est bon, c'est du coup tout ce qui est vortex, enfin voilà, tout ce genre d'équipements que normalement ne peuvent pas être utilisés par les personnages de type dextérité. Ça, Shae, pas de souci, elle peut s'en servir. Voilà. Bon. Le plus important, ça reste quand même sa capacité de désarmer les pièges. Ça, c'est très 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 puissant. Vortex de dague, du coup, côté assassin, côté chaos. Alors, qu'est-ce que ça fait? Voyons voir ensemble. Donc, là, chaque fois que l'on attaque, une fois qu'on effectue une attaque avec notre arme, notre dague principale, on peut effectuer une attaque supplémentaire avec notre dague secondaire contre le même ennemi. Contre le même ennemi, hein. Donc, tu mets un coup de dague main droite chez quelqu'un, et pouf, tout de suite après, tu peux mettre un coup de dague main gauche sur cette même adversaire. Je vais y arriver. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est forcément bien, mais tout dépend des dagues que tu vas avoir dans le jeu. Et des dagues dans la boîte de base, il n'y en a pas tant que ça des terribles, hein, des dagues dans la boîte de base. Hein. Tu as la dague de l'Imperium, que je n'ai pas ici, j'ai que les trucs trésors. Mais en termes de dagues, ici, tu n'as pas grand-chose. Hein. Elle est où? Voilà. Tu as le Crystal Knife, tu as ces deux-là. Tu as ces dagues-là. Et le Greedy Sting. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, celle-là aussi, elle est quand même très très bien parce que ça nous permet de récupérer un truc en plus. Donc voilà, tu as ce genre de dague-là, mais bon, après celle-là, évidemment, elle peut disparaître au bout d'un moment parce que la dague de cristal a des points de vie. Et tu peux te retrouver après couillonné parce que tu n'as plus de dague. Donc voilà, pouvoir faire des attaques avec deux dagues, c'est quand même balèze parce que ça augmente son potentiel de dégâts de manière assez conséquente, quoi. Sauf qu'en plus, à partir du moment où tu vas avoir un bonus en termes d'attaque, un passif qui traîne d'un autre personnage ou quelque chose ou quelque chose qui va te permettre de gagner de l'attaque, par exemple une rune offensive de Torgar, et ben les deux dagues vont en bénéficier. Les deux attaques vont bénéficier parce que tu fais une extra attaque. Hein. Voilà. Par contre, il y a un ordre à respecter. On fait d'abord l'attaque avec la première dague, puis avec la seconde. Hein. Tu ne veux pas te dire, j'attaque avec la première, donc je vais attaquer d'abord avec la seconde, puis avec la première. Il y a un ordre à respecter à ce niveau-là. Ça reste quand même important dans le déclenchement de certains événements. Je m'excuse, je la vois qui part en sucette, je vais revenir tout de suite. Du coup, forcément, en début de campagne, même dans l'acte 1, il n'y a pas beaucoup de dagues. Hein. Donc tu vas avoir du mal à avoir tes deux dagues. Ce qui fait que va falloir quand même s'accrocher sévère pour pouvoir utiliser ce passif assez rapidement, parce que des dagues, t'en as dans l'Imperium, t'en as dans la cache, mais c'est des dagues de façon vraiment pas terrible. J'essaie de vous les montrer. Alors la dague ici, voilà, c'est la dague de notre planque. Hein, au départ, on a ça, hein, voilà. Donc autant te dire que ça lance un putain de dé bleu. Hein. Donc avant d'arriver à faire quelque chose avec ce dé bleu, c'est pas gagné. Par contre, effectivement, quand tu la forges, tu as déjà au moins une touche et un dé bleu. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça c'est ce que tu as déjà de base dans la planque quand tu commences pour le scénario. Donc tu commences avec ça, et là tu pleures un petit peu, c'est pas terrible. Tu as moyen après à l'Imperium d'aller en acheter d'autres. Alors il faut que j'arrive à vous la trouver. Elle est un peu mieux. Voilà, c'est un knife, c'est un couteau en fait, qui lui fait 2 dés bleus. Voilà. Ah non, c'est un stash. Attends, bouge pas. C'est un... Attends, je crois que c'était un truc de la planque. Pardon, je me suis trompé. Donc effectivement, tu as une petite dague ici, et là, tu as une dague un peu plus évoluée, un petit couteau. Voilà. Donc voilà ce que tu as directement dans la planque comme arme. C'est pas terrible, mais tu peux arriver à t'en sortir avec ça. Il me semblait que j'avais vu une arme plus sympathique dans l'Imperium, ici. Longsword, Cimeterre, Battle Axe... Eh ben non, en fait voilà. Voilà, non mais effectivement je me suis trompé, c'est que j'ai mal trié mes cartes. Et si, le cutlass qui est ici. Qui lui, voilà, est une arme de type dague. Donc ça, faut le garder en tête. Qui déjà, bon, tu as un dé rouge à l'attaque, c'est déjà plus sympa. Et après, tu as différentes options sympathiques. Voilà.
Donc ça peut être sympa à acheter en mode assassin avec une autre dague. Mais bon, les dagues les plus puissantes, hein, bien évidemment, sont dans le paquet des trésors. Et encore, voilà, c'est la dague de cristal. Et celle qui permet d'avoir du loot en plus. Donc en termes de puissance, voilà. Je crois que des dagues plus puissantes arrivent dans les extensions. Mais là, pour l'instant, c'est que les dagues, au départ, on est un peu faiblard. Tout ça pour revenir sur notre fait de est-ce que c'est intéressant de pouvoir toujours faire 2 attaques? Eh bien, en début du jeu, j'ai envie de dire non. Pour la simple et bonne raison. Que je cherche. Je cherche la carte dite Gremlin bleu. Alors, je vais vous trouver ça tout de suite. Une Gremlin bleu, voilà. Qui fait quoi, les Gremlin bleus? Qui me dit qu'il a un passif. Qui est là. Que si cet ennemi subit des dégâts, c'est le bleu ça? Oui, c'est le bleu ça. Si cet ennemi subit des dégâts, tous les héros dans cette zone se font toucher de 2... se font toucher de 2 touches en fait. Donc tu vas taper une fois, si ça touche, tout le monde prend 2 dégâts. Si tu tapes une seconde fois et que ça touche, tout le monde en prend 2 dégâts. Et là tu dis merci Chaé. Tout simplement. Donc, attaquer avec 2 dagues, oui, ça peut être intéressant. Mais au début du jeu où tu rencontres les Gremlins, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Il faut arriver à doser, à ronger son frein par moment avec ce personnage-là. Voilà, une fois que tu as passé les Gremlins, ça va mieux parce que du coup, en dominant, en plus tu domines la zone, tu vas doubler ton bonus. Parce que quand tu domines la zone, chaque attaque te fait plus une touche. Donc, première attaque ici, tu as plus une touche. Tu attaques une seconde avec celle-là, tu as encore plus une touche. Quand tu domines une zone. Donc voilà. Une fois les Gremlins passés, c'est plus efficace. Au début, dans le premier scénario, t'en chies un petit peu avec un chien assassin. Hein, tu vas plutôt aller cibler les humanoïdes quand ils vont arriver, les orques, bon, t'es peut-être pas assez gaulé pour y aller, et les Gremlins, malheureusement, avec leur passif, en tout cas les bleus, avec leur passif, qui fait que lorsqu'ils prennent des dégâts, ils font 2 touches à tous les personnages de la zone, ça picote. On va parler des capacités fantomatiques maintenant. Soul Shot, target enemy become KO. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir rendre KO un ennemi, hein, quand on est en forme quand on est mort, tout simplement. Et il faut garder aussi en tête que lorsqu'on est mort, on ne tire pas de carte rencontre. Donc on peut aller quand même rendre un ennemi KO sans pour autant activer les ennemis. Tu vois, donc ça va peut-être avoir le coup de temporiser, rester mort un petit tour de plus, histoire d'aider les copains, en les rendant KO, plutôt que qu'en allant se ressusciter pour faire activer d'autres ennemis. En mode assassin, du coup, on va lancer un dé rouge. Si on fait une touche, l'ennemi ciblé devient aveugle. C'est pas mal. C'est mal, surtout qu'en plus, l'aveuglement, bon, c'est une bonne affliction, on va dire, c'est un bon état négatif pour les adversaires, même si l'état négatif KO reste quand même supérieur, parce que quand tu es KO, tu comptes plus dans tout ce qui est calcul de domination contre le zone, ton armure ne compte plus. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, bon, les deux se valent, je dirais, mais bon, toujours préférence pour le KO. Alors, on va regarder maintenant les pouvoirs. Alors, tac, c'est pas là. Où est-ce que c'est? C'est pas là. Et on va commencer, alors là, la particularité de ce personnage-là, par rapport à Torgar la dernière fois, d'avoir deux compétences loyalistes et deux compétences chaotiques. Voilà, tout simplement. On va parler de la compétence Hiding, qui va servir dans tous les cas. Donc cette compétence-là, ça nous permet quoi? Sinon, si on n'est pas engagé, on va gagner un token Hidden. Tant qu'on est caché, on ne peut pas attaquer directement les ennemis. Non, on ne peut pas, du cannot be direct, on ne peut pas directement
attaqué par les ennemis. Par contre, on peut prendre des attaques de zone, hein, ça change pas le problème. Mais si on est invisible, les ennemis ne peuvent pas nous cibler directement. Alors ça c'est très important, on dépense ce token après avoir réalisé n'importe quelle action autre que le mouvement au début de son prochain tour. C'est-à-dire que autre que le mouvement, c'est n'importe quelle action autre que le mouvement. Hein. C'est-à-dire aller pisser, ça te rend visible. Ouvrir un coffre, ouvrir une porte, attaquer bien évidemment, enfin voilà. Autre que le mouvement, ça te rend visible. Donc attention à ça. Attention à ça. Voilà. Un échange d'équipement, paf, t'es visible. Hein, donc gaffe. Par contre, ça peut être très intéressant. Dans la première mission, je vais vous spoiler pour la première mission, la mission tuto. Et après, il y a aussi des petits trucs et astuces pour la mission 2 et 3, mais ça, je vous laisse vous découvrir ça par vous-même. La mission 1, en fait, on commence avec un malus de moins une touche parce que c'est la nuit, parce que nos personnages viennent d'être ressuscités, donc ils ont le mal, ils sont pas bien, ils sont fatigués, ils ont peu de puissance de frappe. Donc ils ont moins une touche tant que c'est la nuit. Et la nuit va se lever quand on va déclencher un événement narratif sur le plateau de jeu. Donc il y a un moment, dans un couloir, il y a un événement narratif. Là, ça se déclenche. Pour y aller, il faut qu'on passe par des ennemis, qu'on passe par des ombres, qu'on combatte un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc on peut se trimballer ce malus de moins une touche pendant un petit moment. Et avec Shae en mode voleur, avec ses 5 de mouvement par exemple, hein, ou en mode assassin aussi, avec 4 mouvements, ça peut aller vite. Hein. En 2 tours, tu peux aller déclencher cet événement narratif. Alors attention, quand tu vas passer dessus, tu ne vas pas devenir visible, parce qu'en fait, tu n'effectues pas une action, hein, tu déclenches juste l'événement, hein, donc tu fais que déplacer, ça déclenche l'événement narratif, qui fait que la nuit va se coucher, le jour va se baisser. Et à partir de là, le malus de moins une touche va disparaître. Et à partir de là, le scénario 1 sera un peu plus facile à réaliser. Voilà. Et il y a d'autres astuces comme ça pour la mission 2 et la mission 3. Notamment la mission 2, à un moment donné, il y a vraiment une horde de gobelins qui débarquent pour nous emmerder. Et si on joue finement avec la capacité hiding de Shae, il y a moyen de les faire apparaître. Mais ils vont pas trop nous embêter parce qu'ils vont être loin de nous, quoi. Voilà. C'est vite dit. C'est vite dit. Maintenant qu'on a vu la capacité hiding, qui est vraiment une capacité, la furtivité, vraiment qui est une capacité, je dirais, indispensable à Shae, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre, oui, ça se dit. On va se concentrer sur l'assassin, avec sa maîtrise de la dague, sa capacité Dague Mastery. Dague Mastery, jusqu'à la prochaine phase de temps, enfin d'événement, toutes les attaques à la dague infligent plus une touche. Hein, je vous laisse imaginer un petit peu la puissance effectivement qu'on peut avoir quand on attaque avec une dague et qu'on lance une autre attaque avec une dague. Toutes les attaques à la dague, hein, toutes les attaques à la dague. Attention, pas la prochaine attaque, on parle bien de toutes les attaques à la dague. Et en plus, quand tu arrives au rang 4, tu ignores un point d'armure par niveau d'âme divisé par 2. Donc quand tu es au rang 4, tu vas ignorer 2 points d'armure et faire une touche. Après, quand tu es au rang 7, hein, voilà, tu fais une touche et tu ignores 4 points d'armure. Parce que tu es au rang 7, 7 fois divisé par 2, ça fait 3, 5, tu as arrondi au supérieur, ça fait 4. Voilà. Et on n'oublie pas que Shae en mode assassin, quand elle va arriver à un rang sympathique, à partir du rang 3, elle a 2 actions d'attaque. Ce qui fait que, première action d'attaque, tu attaques avec une dague. Non, c'est là. Tu attaques avec une dague, tu n'as plus une touche avec ça. Tu attaques avec ta dague secondaire, tu n'as plus une touche. Comme tu as 2 actions d'attaque, et ben tu refais pareil. Attaque avec une dague, plus une touche. Attaque avec une dague, plus une touche. Donc on est là, on arrive vraiment sur la grosse partie dégâts de la dague et de l'assassin. C'est vraiment quelque chose de très puissant. On va regarder maintenant l'autre compétence de Shae. Donc là, après c'est une compétence qui a un cooldown de 2. Donc attention, on ne peut pas le faire tous les tours, tu le fais un tour sur 2. Après on a le backstab. C'est là que c'est différent. Si nous sommes dans une zone dans une zone qui est dominée par les héros, ou que l'on est caché,
Donc, combiné avec le Hayden qui est ici. Notre prochaine attaque à la dague inflige plus une touche par random. Notre prochaine attaque à la dague. Attention, hein, c'est pas comme là, jusqu'à la fin de la phase, hein, où on a plus une touche. C'est notre prochaine attaque à la dague. Donc là, c'est pareil. Tu as moyen de faire un combo assez dévastateur. Si tu arrives à lancer ça et ça, au rang 3, par exemple, hein, quand tu es là, tu peux lancer 2 actions. Alors attention, tu ne pourras pas parce que tu es quand même... Enfin, il faut que tu sois hiding, attention, donc ça aura disparu. Donc au rang 3, tu ne veux pas lancer les 3 d'un coup. Hein, c'est pas possible, tu n'as pas assez de compétences pour. Mais, d'actions spéciales pour, pardon. Mais il y a quand même moyen de faire du gros dégâts, hein, avec plus une touche à chaque attaque de dague, et ta prochaine attaque de dague fait déjà plus une touche. Donc automatiquement, si tu fais juste ça, tu as déjà plus 2 touches avec ton attaque principale. Et même une 3e touche si tu domines la zone. Parce que là, tu pars du principe que si tu domines la zone, tu as déjà plus une touche. On est d'accord, hein? Si tu es caché, bon, pas de souci, mais si tu domines la zone ou que tu es caché, plus une touche. Donc ça, là, par contre, le backstab, ça marche également si tu domines la zone. Pas obligé d'être caché pour le faire. Donc ça te fait 1, 2, 3 touches déjà avec ton attaque à la dague. Donc gros dégâts. Voici pour les deux attaques, les 2 capacités de l'assassin. On va passer maintenant aux 2 capacités du voleur. Alors, bah écoutez, on en a parlé un peu au début, mais celle-là, le Treasure Hunter, hein, je veux dire, celle-là, elle fait ces 7 cartes-là, ces 7 compétences-là. En plus, c'est un passif qui fait que on joue Shae en voleur. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je joue Shae en voleur. Ça permet de tirer 2 cartes dans le paquet trésor, d'en choisir une, d'en remettre l'autre dedans. Et quand tu arrives en 4, t'en pioches 3, t'en choisis une et tu remets les 2 autres dans le paquet trésor. Donc ça va te permettre d'aller chercher vraiment ce que tu cherches, enfin, ce dont tu as besoin, pardon, en tant qu'équipement. Donc rien que pour ça, c'est quelque chose de vraiment de très intéressant. Hein, il vaut mieux aller chercher une arme qui t'intéresse plutôt que, je sais pas 5, 10 ou 15 pièces d'or. Et les gremlins, après, de toute façon, ils vont venir te les voler. Parce que dans les scénarios, enfin, les gremlins, au départ, ils viennent te voler. Ils sont les gremlins. Voilà, hop, là, eux, là, en fight 1, là, sont voleurs. Ils attaquent et ils vont venir te voler des pièces, une pièce au hasard dans ton inventaire. Voilà. Donc, autant aller chercher de l'équipement plutôt qu'aller chercher des pièces. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui fait qu'on choisit, enfin, ce que je choisis pour moi, le personnage de Shae en tant que voleur. En plus, un passif, c'est vraiment très bien. L'autre compétence, c'est l'attaque furtive, sneak attack. Bon, tu l'as encore en 3, donc tu as un peu de temps. Ça permet de faire du dégât en tant que voleur, beaucoup moins, bien moins qu'en tant qu'assassin, mais ça permet de faire quand même du dégât. Si les héros contrôlent la zone, ou si on est caché, alors attention, la session contrôle. L'autre session dominée, la session contrôle. La prochaine attaque qu'on inflige gagne plus une touche par random divisé par 2, et surtout elle est critique. Hein. Donc, Shae, tu peux l'amener au contact avec une épée, ou une dague, mais tu peux également lui foutre un arc et pour qu'elle tape de loin. Donc tu peux avoir un truc sympathique de loin en étant critique avec ton arc où tu grimpes pas grand chose. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors évidemment, bon, le voleur n'est pas censé être l'équivalent de l'assassin. Donc ils lui ont mis ça pour qu'elle fasse un peu de dégâts, qu'elle ne se sente pas un peu toute seule, mais c'est par son rôle premier d'aller faire du dégât. Hein. Soyons clairs. C'est plutôt ça, son rôle premier en tant que voleur, d'aller voler, d'ouvrir les pièges, les portes, les trésors, etc. etc. Vraiment un rôle d'utilitaire. Après, si tu as envie de t'orienter vers du dégât en étant voleur, tu as cette carte-là qui permet de faire quand même un petit peu de dégâts. Pas avant le niveau 3, cooldown de 2, bon, voilà, c'est mi-figue mi-raisin, mais tu as moyen quand même de t'amuser avec, quoi. Donc là, on a vu les 2 capacités de voleur et les 2 capacités d'assassin. Enfin, les 2 compétences affiliées, côté loyaliste et côté chaotique. On va donc maintenant voir les 3 cartes qui restent. Le tumbling. Alors, tumbling, en français, je ne sais pas comment c'est exactement. C'est une action gratuite.
ça coûte 2, ça a un temps de recharge un peu de 2, quel que soit ce qu'on fait. Ça va me permettre d'ignorer la prochaine attaque en réaction pour un ennemi, jusqu'à 2 ennemis ou jusqu'à 3 ennemis. C'est-à-dire que si jamais on quitte une zone où on est vraiment dans la merde, on est ici par exemple là, et que je veux aller là, et ben le fait de faire ça, comme ici je domine pas la zone dans laquelle j'arrive, et je domine pas la zone dans laquelle je pars, je crois que c'est ça la règle, je sais plus trop, enfin bref, grosso modo quand tu quittes une zone, hein, tu prends une attaque en réaction de la part des personnages qui sont là. Et ben là, si tu as cette compétence-là, ça te permet de te tirer de ce mauvais pas, d'aller te mettre à l'abri, alors pas ici, il y a une petite botte, mais enfin tu peux y aller, mais voilà, d'aller te mettre à l'abri là. Entre guillemets, d'aller revoir ton tank, voilà, d'aller te planquer derrière ton soigneur, bref, d'aller te mettre à l'abri en évitant des attaques de réaction qui peuvent être, ma foi, dévastatrices en fonction des personnages. Tu vois, typiquement, le Gremlins vert, là, il fait 2 dés rouges, enfin voilà, t'as moyen, enfin, tu vas prendre des dégâts. Lui, là, il te fait 2 dés rouges et avec 2, voilà. 2 dés rouges et avec 2 éclairs, il déclenche le Dirty Trick qui est ici. Voilà. Donc bref, esquiver des attaques en réaction, ça peut être sympa. Alors, du coup, plus sympa pour l'assassin que pour le voleur, parce que là, c'est l'assassin qui va se retrouver principalement au corps à corps, hein, plutôt que le voleur. Toi, t'es le voleur, je te rappelle, t'es plutôt à l'abri derrière, en train d'essayer d'aller fouiller les coffres pendant que les autres combattent. Donc, du coup, ça va te permettre de tirer de certains mauvais pas si ton tank n'est pas dans les parages. Après, ce qu'il faut voir, c'est que si tu as un tank avec toi, genre Icarus avec sa capacité qui permet de compter 2 doubles dans sa case, où il va du coup dominer une zone, ben, quand tu vas quitter ta zone, tu ne subis pas d'attaque en réaction parce que tu domines la zone dans laquelle voilà, si tu domines la zone à partir de laquelle tu pars, tu ne subis pas d'attaque en réaction. Donc si ton tank est avec toi ici, ben, tu vas pas subir cette compétence-là, tu vas pas t'en servir. Donc c'est assez situationnel, ça peut te sauver les miches, mais tu vas pas t'en servir tout le temps. C'est une action gratuite, cela dit, hein, mais ça prend quand même une petite compétence parmi les compétences auxquelles tu as droit. Il nous reste le Survival Instinct. Alors, donc ça, ben c'est un peu la même chose, hein, finalement, mais on est plus dans les réactions. Là, du coup, on est vraiment, là je me déplace et je vais ignorer l'attaque en réaction de l'ennemi, enfin, à partir d'où je m'en vais. Là, c'est en défense. C'est si jamais je subis un dégât, je peux me déplacer d'une zone et ignorer toutes les attaques en réaction. Et si jamais je subis un dégât, au niveau 3, je peux me déplacer de 2 zones et ignorer toutes les attaques en réaction. Donc là, je me déplace d'une zone, là, je me déplace de 2 zones. Voilà, c'est la même version que... Enfin, c'est identique au tumbling qui était ici. Mais ça va te permettre, du coup, en tant d'action défensive, d'aller te déplacer et de ne pas continuer à subir les foudres de tes adversaires. Après, moi, entre les deux, je prendrai le tumbling, évidemment, ici, hein, parce que du coup, tu vas pas attendre de subir un dégât pour te barrer. Hein. Là, c'est vraiment en défense. Si tu subis un dégât, ça va pas être partir d'ignorer les attaques en réaction. À choisir, je prendrai celui-là parce que ça me permet d'être plus, enfin voilà, de choisir quand je veux partir. Ça peut se déclencher, par exemple, là, quand l'exemple du Gremlins bleu de tout à l'heure, là, quand tu prends des touches, il est où? Là. Si jamais quelqu'un tape un gobelin, un gremlin de bleu qui est dans ta zone et que du coup tu prends une blessure à cause de ça, que tu n'arrives pas à défendre, tu subis un dégât, ben ça se déclenche et tu peux te crapahuter. Voilà, pour éviter de prendre d'autres dégâts. Également, ça peut se déclencher ça lorsque tu vas subir un piège, lorsque tu vas activer un piège qui va te faire du dégât. Par exemple, ça va te permettre de te barrer de la zone dans laquelle tu es. Voilà, bon. Je préfère quand même celle-là, qui, même si elle a un cooldown de 2, enfin tu choisis un peu de te barrer avant de prendre les dégâts. Là, tu prends les dégâts et tu te barres après. Bon, ça permet de survivre, certes, mais bon. Ensuite, dernière compétence de notre ami Shai, le Tiefling. Le Tiefling, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la merde. Voilà, je pense que j'ai tout dit dans le truc. Hein. Voilà, non, c'est de la merde. Ça nous permet, on va lancer un dé rouge. Si on fait une touche, on va voler à l'ennemi en cours
on va lui voler soit 5 pièces d'or, soit 10 pièces d'or s'il est bleu, soit s'il est rouge, une besace. Ouais, voilà. Les pièces d'or, t'en as qu'à avoir rien à carrer. La petite besace, effectivement, ça peut être sympa pour aller chercher un trésor en plus contre des ennemis rouges. Des ennemis rouges, il n'y en a pas tant que ça. Hein. T'as le chaman, l'orc, le voleur et le gremlins rouge. Donc c'est très situationnel. Il y a beaucoup mieux. Il y a vraiment beaucoup mieux à prendre que ça, quoi. Ça, c'est évident. Donc, les trucs vraiment obligatoires, le hiding, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour moi, c'est indispensable avec Shae. Après, en fonction si tu pars sur voleur, d'abord le trésor hunter, évidemment, hein, pour aller chercher les trésors. Ensuite, si tu pars assassin, au début, moi, je prendrais le maître de la dague, qui offre quand même plus de force de frappe que le backstab. Parce que lui, bah, c'est plus une touche pour chaque dague en fait que tu as en ta possession. Et après le backstab, et ici, après le sneak attack, quand même pouvoir faire quelques attaques. Et après, bah, en fonction de à quel niveau vous êtes, hein, si vous voulez avoir une compétence. Après, quand on est à la fin de la campagne, on est niveau 4, on a 2 compétences, un talent. Et au niveau 4, là par contre, on a 4 compétences en tant que voleur, attention. Hein, et un talent ici, en tant que voleur, tandis qu'on a que 2 compétences. Au niveau 4 et un talent. Donc 2 compétences, un talent. Bah, effectivement, en tant que voleur, si tu veux faire du dégât, l'hiding ça peut être bien, mais je dirais que uniquement pour la boîte de base des âmes immortelles, ça quoi. Voilà. Shae, à peu près une grosse ligne droite là-dessus, t'as pas 36 solutions pour moi en tant que Shae DPS, si tu veux faire vraiment du dégât en tant qu'assassin, il faut que tu mettes tout de ton côté pour faire du dégât, et donc c'est ça. Donc du coup, le hiding, tu l'oublies. Par contre, en Shae niveau 4, 4 compétences et un talent. 4 compétences, déjà, tu as ces 4-là, ça c'est une évidence. Le Trésor Hunter, Sneak Attack et le hiding. Et puis après, en 4e compétence, je mettrai le tumbling ici, voilà, dans l'ordre. Dans l'ordre, ça serait ça. Truc comme ça, je pense. Le hiding en premier, ensuite le Trésor Hunter, voilà. Ou peut-être le Trésor Hunter en premier. Trésor Hunter en premier, après le hiding, Sneak Attack ici, et après le tumbling ici pour se dégager. Au cas où, voilà. Donc ça, franchement, quand tu es niveau 4, je vois pas autre chose que cette main-là de compétences pour Shae voleur. Niveau 4, hop là, voilà. À la fin des âmes éternelles, tu es comme ça. Et tout comme je vois pas une autre main pour Shae assassin au niveau 4 que cette main-là. Backstab et Dag Mastery. Là, autant les autres personnages, tu avais toujours un petit peu de possibilité d'aller farfouiller à droite à gauche. Autant là, non. Après, il y a sûrement d'autres compétences qui vont arriver beaucoup plus sympathiques. Bien évidemment, à partir du niveau 4. Mais bon, comme j'ai pas encore la boîte et quand je ne présente les personnages que pour les âmes immortelles et pas pour les boîtes qui suivent, cette réflexion-là peut évoluer. Hein. Dès que j'ai d'autres compétences, peut-être que ça pourra changer. Mais ce sont des compétences qui vont arriver, quand tu seras à niveau 5, 6, 7, et donc des compétences que tu prendras à niveau 5, 6, 7. Ce n'est pas des compétences de début de partie, de toute façon, que tu vas gagner. Voilà. Là, ce qui est cool, par contre, c'est qu'on peut avoir, au niveau 4, avec elle, on peut avoir 2 talents. 2 talents, que ce soit côté assassin, ou 2 talents... Non, un talent côté voleur, pardon, et 2 talents côté assassin. Non, pourquoi 2 talents? Ah non, c'est quand tu es niveau maximum, pardon. N'importe quoi. Quand tu es niveau 7, tu as 2 talents, et niveau 7, tu as 2 talents aussi. Mais bon, du coup, quand tu arrives niveau 4, tu n'as qu'un seul talent, c'est au niveau 5, même pas, que tu gagnes ton autre talent. Non, même pas, c'est au niveau... C'est au niveau 7, en fait. C'est au niveau 7 que tu gagnes ton second talent. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc sympathique? Les points de vie, alors pourquoi pas? Les points de vie, pourquoi pas? Si tu es en assassin et que tu as besoin d'aller au contact, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir plus de points de vie. Sachant qu'au niveau 4, en tant qu'assassin, je ne me dis pas de bêtises, tu as 8 points de vie, si tu en feras 9, c'est toujours ça de prix. Voilà. Non, si tu en feras 10 même, tu auras 10 points de vie au niveau 4, parce qu'à partir du niveau 3, ça te fait plus de points de vie. Donc oui, pourquoi pas. Après, si tu as le tank avec toi, c'est toujours mieux. Donc, bon.
Ensuite, on a quoi? On a, je vais dégager tout de suite, le runner, qui est ici, plus 1 de mouvement. Tu as déjà 5 de mouvement avec ton voleur et 4 avec ton assassin. Donc non, laisse-le à quelqu'un d'autre. Laisse-le à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Aller un peu plus, ça ne sert pas à grand-chose à ce niveau-là, quoi. On a la camaraderie. Ça peut être intéressant, la camaraderie. La camaraderie, ça te permet d'avoir une relance, en fait. Relancer un dé d'attaque. Si l'allié que tu choisis comme camarade est engagé avec l'ennemi que tu attaques. Voilà. Ça peut être important si tu es en chasseuse de trésors et que tu as cette arme-là ici en attaque principale. Voilà. Si tu as besoin d'avoir un pentacle, avoir cette relance-là de camaraderie peut se révéler quand même très sympathique. Il me reste le talent expert, le talent marchand et le talent lucky. Parce que moi, ça a dû couper. Je ne sais pas comment ça a coupé. Il faudra que je fasse un petit montage pour vérifier que tout va bien. Donc, je disais quoi? J'en étais au niveau des talents. Au niveau des talents, le talent expert, du coup, te sert à rien, en fait, hein, clairement. Parce que du coup, je suis pas sûr que les dagues les dagues est ce qu'il faut. Ben, typiquement, tu regardes cette dague-là, hein, ça te dit qu'il faut retirer un dé attaque pour pouvoir, un dé hit pour pouvoir bénéficier d'un éclair en plus. Sauf que celle-là, ben, tu n'as pas de dé rouge, celle-là, tu n'as pas de dé rouge. Voilà. Donc déjà, ça règle le problème. Ici, effectivement, là, tu n'as pas de dé rouge, là, tu n'as pas de dé rouge. Voilà. Donc pareil, ça règle le problème. Ce talent expert ne te sert strictement à rien. Voilà. Le talent marchand, bon, ben, le talent marchand, comment te dire, là, pareil, hein, une fois par quête, tu peux avoir l'Imperium pour acheter un truc à, du coup, 10 de moins, 15 de moins, 20 de moins par random en fonction de ton niveau. Oui, non, pourquoi pas, mais bon, le talent lucky, vraiment, ce qu'il faut, hein. À chaque fois qu'on doit faire une sauvegarde, on lance 2 dés, on en choisit un. Et c'est ce qu'il faut pour Shae, parce que en tant que voleur, c'est elle qui va aller ouvrir les portes, c'est elle qui va aller ouvrir les coffres, et donc qui va déclencher les pièges. Hein. Donc du coup, à partir où c'est elle qui déclenche les pièges, et que tu as le talent lucky qui va avec, donc dès que tu vas lancer une relance, dès que tu vas tirer une relance pour ne pas subir les pièges, et ben du coup, ben, c'est quand même vachement sympa. En assassin aussi, hein, en assassin, tu peux l'envoyer du coup tirer les pièges, ça peut être sympa. Et bon, ben, du coup, elle va pouvoir faire sa relance de la même façon, quoi. Voilà. J'ai fait à peu près le tour sur Shae. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour conclure cette petite vidéo. Nichon. Pervers, quoi. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Shae vous a plu. C'est un personnage très droit, hein. Enfin voilà, il n'y a pas 36 façons de la monter. Oh, putain, il y a tellement de blagues avec cette phrase. Ah, vous êtes lourds, les mecs. 36 façons de la gérer, on va dire. Que ça soit en mode assassin, elle est assez droit comme truc, hein, voilà, ces 2 compétences-là, comme j'ai monté tout à l'heure. Que ça soit en voleur, ces 3 compétences-là, voire ces 4-là. Celle-là, le tumbling, tu la dégages, mais ces 4-là. Et pour moi, ça, c'est la façon dont je joue Shae. Et j'ai du mal, même en me forçant à jouer Shae différemment. J'avais fait un Shae assassin dans des vidéos parce que je voulais essayer autre chose, mais en termes d'efficacité, et même si tu veux même t'amuser, faire découvrir le jeu à quelqu'un qui ne connaît pas, le Shae voleur est quand même très sympathique parce que tu vas aller pouvoir aller chercher l'équipement et du coup, dans un dungeon crawler, t'aimes bien l'équipement, hein, t'aimes bien taper sur les monstres, mais t'aimes bien également l'équipement pour aller te gagner un peu plus en puissance. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Shae. Il va nous rester l'elfe Lygon, on le fera un peu plus tard. Je vais essayer de faire à peu près une vidéo par mois sur ces personnages-là, sachant qu'il me reste encore, je sais pas, 10 personnages, donc il y en a bien pour toute l'année. Vous allez avoir un personnage par mois durant toute l'année 2023 sur l'Ascenserie. J'essaierai quand même de faire des parties aussi à un moment donné, hein, parce que bon, après j'ai tellement d'autres jeux à vous montrer
que Sword and Sorcery, il faudrait que je refasse la campagne du début. Ça peut être très intéressant, surtout avec les nouveaux personnages que j'ai. Également attaquer l'extension, le portail Arcanes, et puis après le chapitre 2 qui va sortir. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire sur Sword and Sorcery. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Faites du bruit pour la chaîne. Parlez-en sur les réseaux sociaux. Parlez-en sur le JTTF1. N'hésitez pas. Moi, en temps, je vous fais des gros poutous, des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut. Bye, bye. Oh, le signe. Le signe. Voilà.